Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous préférer sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le 22h, c'est tout de suite. Le président de l'Assemblée nationale avait au lendemain de violences de Massanta appelé à la dissolution des coordinations régionales. Après cette sortie musclée, il a conféré ce mardi avec les dignitaires de ces différentes régions. L'encadrement légal des coordinations régionales était à l'ordre du jour. Et puis la grève dans le supérieur devra être suspendue jusqu'à la prise de fonction effective de la nouvelle équipe gouvernementale. C'est un appel de l'inspecteur du travail aux syndicalistes du secteur. Le grand angle de la rédaction vous conduit ce soir à la décharge à ciel ouvert de Dar Salam à Conakry. Le monstre casseux, 2 ans après les démolitions des habitations, s'est agrandi. Voilà pour le décor. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Après donc sa sortie musclée contre les coordinations régionales au lendemain des violences qui ont secoué la préfecture de Massanta, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mardi les dignitaires de ces différentes régions. Une concertation qui vise à encadrer dans le domaine légal la création et le fonctionnement bien entendu de ces différentes coordinations régionales. Au terme des échanges qui ont duré un peu plus d'1 heure, les représentants de ces différentes régions ont émis le souhait de revenir avec des propositions concrètes pour l'encadrement de leurs différentes régions. C'est donc un compte-rendu signé Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara. Fin décembre, après les violences à Rélan communautaire à Massanta, le président de l'Assemblée nationale a fait adopter une résolution visant à réglementer les différentes coordinations régionales du pays. Ce mardi, au Parlement, Amadou Damaro Kamara a reçu une représentation de l'ensemble de ces organisations pour plancher sur un cadre de réglementation les concernant. Nous voulons vous demander très humblement, on a besoin d'encadrer vos activités. On a besoin que vous nous donniez des idées de ce qu'on doit faire. Nous, notre idée, c'est quoi? On ne veut pas d'organisation basée sur la langue. On veut avoir 4 interlocuteurs. On veut avoir des interlocuteurs en Basse-Côte pour régler des problèmes sociaux en Basse-Côte. Des interlocuteurs en Moyenne-Guinée pour régler des problèmes de la Moyenne-Guinée, géographiquement. En faisant adopter cette résolution, le président du Parlement guinéen s'est montré intraitable sur la question des conflits communautaires dont les coordinations régionales feraient une mauvaise gestion. Il faut véritablement instaurer un cadre de dialogue pour anticiper sur ces troubles, a-t-il estimé. Le Conseil national de dialogue va réserver une place de choix à ces coordinations. Ce ne sera pas des dialogues politiques comme on a connu, opposition, mouvance, mais chaque fois qu'il y a un problème spécifique qui mérite la participation de tous, on vous fera appel pour que dans ces cadres-là, vous donniez votre avis et que vous participiez au règlement de tous ces problèmes qui vont être dans ce cadre du dialogue social. Convaincu de la portée de cette rencontre, le porte-parole des coordinations régionales n'a pas manqué de souligner leur satisfaction. Il promet de revenir après une consultation. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée, nous voudrons vous demander de nous laisser le temps de nous retrouver. Nous allons discuter et certainement préparer un document que nous allons vous présenter et vous allez amender afin que les coordinations puissent être l'outil de travail du peuple de Guinée et du gouvernement. A rappeler que dans cette résolution, l'Assemblée nationale avait notamment invité le pouvoir exécutif à éviter d'être la source d'approvisionnement financier de ces structures informelles.
Mamadou Sylla dit Sylla Patronat continue son périple de prise de contact avec les différentes institutions de la République. Ce mardi, il était à la Commission électorale nationale indépendante et au siège du parti FAN. Il a donc pu conférer le chef de file de l'opposition guinéenne avec Cabinet Cissé et Makale Camara. Ensemble, ils ont promis d'œuvrer dans les limites de la loi pour le renforcement des différentes institutions de la République. C'est donc un reportage signé Mamadou Sadio Baldé, Abakar Din Camara. Makale Camara, candidate à la présidentielle du 18 octobre, ne pose aucune condition pour discuter des questions de stabilité et du développement du pays. Toute institution qui se montre soucieuse du devenir de la Guinée est la bienvenue. La Guinée est au-dessus de nos têtes. Quand il s'agit de la Guinée, chaque Guinéen devra courir pour soutenir cette Guinée-là qui nous a tout donné et pour laquelle nous devons nous battre de toute notre force. Donc je lui ai dit que je suis preneur. Quand il s'agit de parler de la Guinée, on me verra toujours là, aujourd'hui, demain et après-demain. Mamadou Sylla considère la CENI comme le ministère des partis politiques. Cette institution est souvent au cœur des incompréhensions entre les acteurs de la classe politique. Le président de l'UDG trouve intéressant de venir exprimer ses préoccupations. Ils sont là pour le parti politique. Ils sont là pour faire des élections. Donc on est venu les féliciter et présenter notre équipe. Je vais parler du cabinet de chef de file et ces visites de courtoisie. Et ça s'est transformé un peu en visite de travail. La CENI se dit impressionnée par la pertinence des propositions de solutions des divergences dans l'organisation des scrutins en Guinée. Son bureau exécutif a profité pour dérouler son agenda à court et long terme. Donc nous avons partagé notre calendrier pour les prochaines années. Également, eux aussi nous ont parlé des perspectives qu'ils ont et pour encore mieux maîtriser ou donner du contenu à leur travail. Officiellement, la Cour suprême a reporté la rencontre. Selon les informations, ces magistrats sont en plein examen de dossiers brûlants. Mieux, ces locaux sont en chantier. Au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, des citoyens se questionnent sur le sens du slogan si cher au président Alpha Condé, gouverner autrement. De quoi est-ce qu'il retourne au regard de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale? C'est donc un reportage que vous propose André Mossier-Milimono et Bromassori Camara. Le gouvernement de la 4e République en phase d'installation suscite assez de débats dans le pays. Jusque-là, la quasi-totalité des ministres nommés ont été reconduits par le président Condé. Ce que certains observateurs de la scène politique guinéenne tentent d'expliquer. Dire gouverner autrement ne veut pas dire qu'il faut tout changer ou il faut se débarrasser de ses anciens collaborateurs. Et nous sommes en train de voir qu'au niveau de la 3e République, c'est les mêmes personnes que le président de la République est en train de reconduire. Mais il faut retenir une chose, que c'est les gens qui ont aidé, qui ont mouillé le maillot pour le professeur Alpha Condé pour qu'il puisse avoir d'abord les élections législatives qui ont eu lieu le 22 mars. Et c'est cela qui a conduit aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Ces acteurs de la société civile guinéenne estiment que ce qui incombe aux Guinéens, ce sont les résultats auxquels ils doivent s'attendre. Seul contrat qui les lie à l'État. Je crois qu'on doit le juger par le résultat, mais pas par ces actes qu'il est en train de poser. On doit attendre le résultat parce que dit un adage que c'est la fin qui justifie les moyens. Il fera tout son possible pour vraiment mettre le Guinéen à l'aise. Alors c'est ça, nous, on doit vraiment s'attendre. Concernant la longue durée que prend le président pour finaliser la composition du gouvernement, nos interlocuteurs pensent qu'il faut donner plus de temps au chef de l'État, même s'il s'agit de simples confirmations. Le moment n'est donc pas opportun, c'est la lettre réponse en date du 25 janvier de l'inspection générale du travail suite au dépôt du moratoire des syndicalistes de l'éducation. Ces derniers, notamment les membres de la FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, acceptent la requête qui consiste à attendre la mise en place effective des membres du gouvernement sur la suite à donner à la grève qui mine le secteur de l'éducation, notamment dans le supérieur. Antoinette Dédé Onivogui, El Hadj Aliouba. Les syndicalistes du primaire et du secondaire attendent toujours la satisfaction de leurs revendications.
Ils ne sont pas en grève, mais affichent leur solidarité à ceux de supérieurs. Ces derniers ont paralysé depuis vendredi toutes les universités publiques du pays. Face à cette réalité, l'inspection générale du travail leur écrit. Le gouvernement a entamé, n'est-ce pas, a commencé à payer les primes d'incitation avec pour un contrôle, pour faire un contrôle, assainir, n'est-ce pas, le fichier. Nous ne sommes pas contre le contrôle. Parce que si aujourd'hui on nous dit qu'il y a un montant après le paiement des primes d'incitation est reversé au trésor public, donc ça c'est déjà un ouf de soulagement. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation doit patienter juste après un nouveau gouvernement. Mais notre interlocuteur insiste sur la situation des enseignants qui ne sont pas à négliger. Le gouvernement c'est notre partenaire. Donc pour ouvrir un couloir de dialogue, il va falloir, n'est-ce pas, que tout le gouvernement soit là, tous les partenaires soient ici, présents pour que nous puissions, n'est-ce pas, commencer à dialoguer par rapport aux points cités dans le mémorandum. L'éducation étant essentielle pour une nation, Camara est convaincu qu'il faut prioriser ce secteur. Il souhaite que tous les avantages liés à l'éducation soient élargis à toute l'administration générale scolaire. Nous avons constaté aussi, n'est-ce pas, sur le terrain, des enseignants qui évoluent, qui travaillent, mais ils ne perçoivent pas la prime d'incitation. Cette lettre-réponse de l'inspection générale du travail est comme une manière de calmer les ardeurs des enseignants, alors que les impacts de la grève sont visibles dans les institutions d'enseignement supérieur. Mamadi Kaba, ancien président d'une institution de la République, non pas des moindres, il s'agit de l'INDH, a reçu la visite inopinée d'un groupe d'hommes armés à son domicile au secteur Kifini à Lambagny, dans la commune de Ratouma. L'acte s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. Tout porte à croire que ce défenseur des droits de l'homme a été pris pour cible pour des raisons qu'il dit lui-même ignorer. Pour l'heure, il craint pour sa vie et la sécurité de sa famille entière. Il alerte l'opinion publique. C'est un reportage signé Malik Sangana Kamara, Tierno Sadouba. Mardi aux environs de 3 h du matin, des individus armés en cagoule ont pris d'assaut le domicile privé de Mamadi Kaba à Lambagny, secteur Kinifi. Pour accéder à l'intérieur de la cour, ils ont escaladé la clôture. Malgré le mur soit entouré de barbelés électrifiés, les visiteurs ont réussi l'opération. Quand je les ai vus escalader, j'ai automatiquement pensé que ça doit être des gens aguerris, des gens entraînés. Le défenseur des droits de l'homme avait bien les yeux ouverts lorsque ses assaillants faisaient des opérations dans son domicile. Terrifié, depuis sa chambre, il a suivi toute la scène. Pour l'heure, difficile de connaître les intentions de ses ravisseurs. J'imagine beaucoup de choses à l'instant où je suis en train de vous parler, mais je n'ai rien de certain parce que je n'ai rien sous la main comme élément d'analyse, mais la peur que la situation a créée en moi m'a complètement bouleversé. Connu pour son franc-parler, pour son engagement à faire de la Guinée un état de droit, l'ex-président de l'INDH dit être inquiet pour sa sécurité, mais aussi pour celle de sa famille. J'ai eu sérieusement peur, sincèrement j'ai eu peur. Vous avez peur, mais est-ce que cela sera un prétexte pour vous de vous faire détourner de votre chemin, celui de défendre les droits de l'homme, celui de dire la vérité comme vous avez l'habitude de faire? Je ne pense pas que mon engagement pour notre pays a diminué. En fait, je n'agis pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit. Le président de la LIDA précise que ses ravisseurs n'ont rien remporté, mais interpelle cependant l'État à garantir la sécurité des citoyens.
Le prix du pain reste variable en fonction des quartiers et des zones géographiques du pays. Dans la capitale guinéenne, cette fluctuation des prix est encore plus perceptible. La baguette se négocie à 4500 francs guinéens par endroit. Le président des boulangers de Guinée est monté au créneau ce mardi. Il invite les autorités du pays et les industriels autour de la table afin d'échanger autour de cette question épineuse et trouver des solutions face à cette crise qui s'annonce périlleuse pour les Guinéens. Reportage Marissa Amara Alexila. L'annonce du ministère du Commerce sur la stabilisation du prix du pain sur le marché bouleverse aujourd'hui l'activité des boulangers de Guinée. Selon ces acteurs, le prix du sac de farine varie selon les magasins régulateurs. Le jaune, là où ça vend à 250 000 francs, et ils respectent le prix, ils revendent à 3 500, à 3 000 francs. Les autres coins, ça revend à 4 000 francs. Donc, quelques leçons Foya, cimenterie, Dibreka et kilomètre 36. Parce que là-bas, sac de farine, ça négocie entre 265 000 et 270 000 francs. C'est dans cette logique qu'Alpha Oumar Sako lance un appel au président de la République pour demander aux industriels de maintenir l'ancien prix afin de satisfaire la population. Les acteurs, c'est-à-dire les industriels et les boulangers et le ministère du Commerce, jusqu'à on a trouvé un prix. Mais si c'est augmenté, comment on va faire? Donc nous avons des problèmes. Tous les denrées sont augmentés. Les consommateurs partagent le même avis concernant la hausse du prix de pain sur le marché. Les autorités doivent s'entendre avec les industriels pour aider la population. Trouver du pain aujourd'hui est difficile, alors que c'est l'une des denrées les plus consommées en Guinée. Nous restons ici jusque tard dans la nuit. On ne trouve pas de clients. Les gens n'ont pas d'argent et nous ne pouvons pas rester à la maison. A rappeler qu'à l'Abbé, les boulangers affirment être menacés par le préfet qui aurait dit que tout boulanger qui augmente le prix du pain sera emprisonné, précise le président des associations des boulangers de Guinée. La fermeture des frontières crée des misères aux transporteurs guinéens qui voient donc leurs camions, pour certains transportant des denrées périssables, bloqués le long des frontières avec la Sierra Leone, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et le rôle des structures syndicales dans le transport est indexé par certains citoyens qui s'interrogent sur ce que ces structures font en termes de lobby pour la revêture des frontières auprès des autorités publiques. La discorde dans les démarches affaiblit et donc ces différentes corporations. Suivez le reportage signé Zenab Bangoura. La fermeture prolongée des frontières avec certains pays voisins de la Guinée constituerait aujourd'hui la principale cause de la hausse des prix des marchandises sur le marché guinéen. Et selon plusieurs commerçants, plus de 400 camions chargés de marchandises à destination de la Guinée sont empêchés de rentrer en Guinée. À en croire le vice-président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, les démarches sont bien en cours auprès des autorités, mais jusque-là sans suite. Nous n'avons pas la force. Notre force, c'est le gouvernement que nous pouvons faire face pour le demander vraiment de nous aider pour que cette souffrance-là, vraiment, ça passe. On va tourner la page pour aller à un nouvel programme. C'est le cas du responsable de l'Union nationale des transporteurs de Matoto. Cet échec s'expliquerait par la division qui règne entre les structures syndicales qui ne veulent pas parler d'une même voix. Le ministre des Transports, il nous a accueillis, on a rencontré le directeur national terrestre des transporteurs, il nous a accueillis. Il dit qu'ils sont avec nous, nous sommes leurs partenaires. Bon, venez les 10 institutions ensemble pour qu'on en discute. Mais si les 10 institutions ne se présentent pas, chacun va assimiler la responsabilité, montrer à l'État qu'il est le plus fort. C'est pour ça que la crise là aujourd'hui est imposée. Pour remédier à cette crise qui perdure dans le pays, ce syndicaliste demande à ses pairs de converger afin d'atteindre leur objectif. Bon, moi, je vais dire à mes collaborateurs syndicalistes qu'il n'a qu'à regarder qu'on a été choisi par les transporteurs. On a été élus démocratiquement par eux, défendre leurs intérêts communs et défendre leurs outils de travail qui est le véhicule. Si nous, on se sépare, là, on trahit nos adhérents, on a trahi les transporteurs.
Il faut qu'on soit flexible maintenant, qu'on se donne la main immédiatement de résoudre l'affaire des transporteurs. Sinon, on sera responsable devant nos propres consciences parce que c'est nous qui devons résoudre leurs problèmes. Amadou Ouriba promet que tout pourrait rentrer dans les normes les jours à venir. Quant au responsable de l'Union nationale des transporteurs de Matoto, il rassure lui aussi que les autorités sont prêtes à les recevoir pour tout dialogue dans l'unité. Le groupe Edacom s'approche davantage de sa clientèle. Elle a offert ce samedi un important lot de denrées alimentaires de marque Armanti aux gagnants du jeu loto organisé sur sa page Facebook du mois de novembre et de décembre 2020. Le groupe annonce également plein de surprises pour cette année. C'est un public reportage signé Antoinette Dédé Onevogui El Haj Aliouba. Le groupe Edacom Guinée a procédé à la remise ce samedi des lots d'un montant d'1 million chacun aux valeureux gagnants des jeux loto organisés sur sa page Facebook. Entouré de ses clients, l'objectif selon les membres du groupe Edacom est de faire connaître davantage l'existence de leur marque sur le marché guinéen afin de permettre aux consommateurs de s'approvisionner des meilleures qualités de produits. À travers cette action, nous visons essentiellement à apporter la joie à la population guinéenne. Edacom investit dans cette optique pour permettre au peuple de comprendre qu'il est vraiment présent. Et alors nous demanderons à tout le monde de faire de chaque jour une journée Armanti. Pour les mois de novembre et décembre 2020, Fatima Diallo et Sadou Bari ont été les heureux gagnants. Ils n'hésitent pas et invitent les populations à consommer les produits Armanti. Bon, j'appelle toute la population guinéenne à en profiter des produits meilleurs que Armanti nous livre sur le marché guinéen. J'appelle à la consommation des produits. Ils sont les meilleurs. Je dis merci à Armanti et j'appelle à tout un chacun d'abord de suivre leur page Facebook Armanti maintenant et de consommer Armanti, de faire chaque jour une journée d'Armanti. Depuis 2 ans, Armanti fait chaque mois un heureux gagnant et promet plein de surprises pour l'année 2021. La vue, c'est la vie. Un nouveau centre ophtalmologique existe à Conakry. L'initiative est de la coopération guinéo-tunisienne. L'objectif de cet espace de santé est de lutter contre toutes les pathologies liées donc à la vue. À peine ouvert, le centre accueille déjà ses premiers clients. Ce public reportage est signé Justin Leno, Ibrahim Assouma. Ce nouveau centre d'ophtalmologie est situé à Kaloum, le centre-ville de la capitale Conakry, au quartier Mankipa, 3e avenue. Il est le fruit d'une coopération guinéo-tunisienne qui a pour seule ambition sauver des vies. Un centre à la pointe de la modernité pour traiter des problèmes de cataracte, de rétine, de cornée, mais aussi la thérapie de l'organe de vue pour enfants et adultes. Nous soignons toutes les affections oculaires, enfants, adultes, la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de glaucome et bientôt la chirurgie de décollement de rétine. La particularité ici, c'est l'expertise du personnel soignant, mais pas que. On y trouve également des appareils de dernière technologie, les angiographes rétiniennes, le champ visuel, l'échographe, le laser argon pour la détection rapide et simple des pathologies des yeux. Aussi, le travail est suivi par des spécialistes tunisiens. Et c'est la dernière technique qu'on utilise pour la chirurgie de la cataracte. C'est une technique sans point qui permet aux patients de récupérer rapidement par rapport à l'ancienne technique. Pour l'opération d'un œil en Tunisie, il faut payer entre 4 et 5 000 euros, plus le billet d'avion du patient et son accompagnateur selon les partenaires tunisiens. En Guinée, les patients reçus ici par l'équipe médicale sont soignés à moindre coût. On doit beaucoup remercier les initiateurs. Maintenant, là, on n'a plus besoin de voyager, aller à l'extérieur. Ça va. Le service est bien. Ils sont très accueillants quand même. Pour la bonne continuité des actions, l'espace de travail est géré par des médecins guinéens et tunisiens. À peine ouvert, le centre est déjà convoité par plus d'un. À ce jour, plusieurs patients témoignent avoir retrouvé la vue ici.
Parlons à présent du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Engagé dans la compétition, le Sili local a raté de justesse sa qualification pour les quarts de finale le 23 janvier lors du match contre la Zambie. Mais ce n'est que partie remise pour les hommes de l'AP Bangoura, leader du groupe D. Et match nul, une victoire contre la Tanzanie ouvrira les portes des quarts de finale donc à la Guinée. Mais quelles seront les clés pour venir à bout d'une équipe qui a pris goût à la victoire? L'une de nos équipes a recueilli les avis des spécialistes dans le secteur. C'est un reportage de Mamadou Boyba, Alseni Kamara, rendu par Idrissa Diallo. Une victoire et un match nul en 2 sorties. Le Sili local pouvait même se qualifier pour les quarts de finale avant de disputer sa 3e rencontre s'il avait réussi à tenir le score contre la Tanzanie, mais rien n'est perdu. Dans le match, c'était une équipe quand même qui était capable de battre le Sili. On a vu en termes d'occasion, ils étaient encore plus présents. Et en termes athlétiques, physiques, ils ont répondu à tous les coups. Avec 4 points au compteur, le Sili national affronte la Tanzanie ce mercredi à Douala au Cameroun. Au compte de la 3e journée de cette compétition dans le groupe D, les hommes de l'AP Bangoura n'ont pas droit à l'erreur. Et la Tanzanie a 3 points. Maintenant, il y a 3 équations. 2 équations nous sont favorables. La première, c'est de chercher la victoire. Quand on gagne, la Guinée aura 7 points finalement. On pourrait être premier justement de la poule D. Après, la deuxième équation, c'est quoi? C'est de lutter pour un match nul. La Guinée a déjà disputé 2 rencontres dans cette compétition, mais le système mis en place par le sélectionneur mérite d'être amélioré, estime ce technicien. D'avoir 2 milieux récupérateurs, avoir un meneur de jeu et avoir ces excentrés-là en confiance avec Nyanya Bari qui a un appel exceptionnel au niveau de la surface de réparation qui peut créer des espaces vides pour ses adversaires. Donc avec toutes ces qualités, c'est bien possible d'inquiéter l'équipe de la Tanzanie. Donc c'est se baser sur des garçons capables d'éliminer 1 ou 2 et puis créer la différence à tout moment du match. Le Sili sera privé ce mercredi de son meilleur joueur de cette compétition, mais pour cet entraîneur, Morla Isila est bien remplaçable. Certes, c'est un joueur actuellement qui est en forme, c'est un joueur qui a été 2 fois homme du match, qui a prouvé quelque chose, mais il y a aussi dans ce lot des joueurs quand même qui peuvent le remplacer. La Guinée participe pour la 3e fois à cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. En 2016, il faut le rappeler, le Sili s'est hissé en demi-finale. 2 ans après la démolition des habitations à Dar Salam, à la grande décharge, à ciel ouvert, rien n'a changé. D'ailleurs, le monstre crasseux s'est agrandi et les maladies pulmonaires dans le secteur se multiplient. Et l'ordure également, les ordures constituent un autre danger pour la santé des populations sur place. Un autre fait marquant, ce sont ces machines, ces pelleteuses, qui feraient des victimes parmi les enfants. Dar Salam, 2 ans après les démolitions, c'est un grand format de la rédaction d'Espace TV que vous propose Alseni Bari, Yacouba Traoré. Jeudi 23 mai 2019, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire déploie son armada de destruction. Des concessions situées le long de la décharge sont rasées. Les plus chanceux sont dédommagés à hauteur de 20 millions de francs guinéens. 226 personnes avaient été recensées. Jusqu'à ce jour, 32 personnes n'ont pas été compensées. Ces gens-là continuent de souffrir. La plupart d'entre eux sont des veuves. Parce qu'on avait commencé par payer sur procuration. Mais vers la fin, le chef comptable du ministère a bloqué les procurations. Moi, il m'a dit qu'il va faire signer par le ministre avant que les gens-là ne soient payés. Mais malheureusement, depuis 1 an, 2 mois maintenant, on n'a rien vu. Parmi ceux qui n'ont pas été dédommagés, cet ancien maçon reconverti en muezzin. Ces débris sont le reste de sa maison. Pourtant, il vivait de la location de ses 19 chambres. Ses 2 femmes et ses enfants sont partis. L'une d'entre elles est morte. Et même acheter le linceul, il n'avait pas les moyens. La mosquée est devenue sa chambre. Les tapis, son lit, son alimentation proviennent des voisins. Le plus bizarre,
Son locataire a bénéficié de 20 millions, mais pas lui. Aujourd'hui, ce sont les bonnes volontés qui m'aident d'avoir de quoi manger. Et je n'ai pas où dormir si ce n'est dans cette mosquée. Je n'ai pas été dédommagé. Ma maison se trouve sur la montagne, à côté des ordures. Elle a été démolie. Tous mes voisins ont été dédommagés. Moi, jusqu'à présent, j'attends. Le reste de mes affaires sont dans une petite baraque à la décharge. À la décharge de Dar es Salaam, rien n'a changé. Le quotidien est pénible. La fumée gigantesque envahit les maisons. La montagne d'ordures s'agrandit de plus belle devant le regard impuissant des populations. Le quartier se meurt. Si on continue comme ça, nous tous nous allons mourir. On a des maladies pulmonaires ici, dans toutes les concessions. Il y a la fumée 24 heures sur 24. Il y a la poussière à tout moment, même dans les chambres. Il y a les odeurs nauséabondes. Il y a encore un autre effet, les engins explosifs. Quand vous parcourez certaines maisons ici, vous trouverez des enfants qui sont amputés. Ils ont pris des engins explosifs ici sans le savoir. Les parents même, ignorant cela, les ont laissés jouer avec. Ça a explosé et ça les a amputés. Dar es Salaam, un monde dans un monde. Les éboueurs déchargent les ordures. Les jeunes femmes ramassent jour et nuit. C'est qu'on peut recycler. Même à 4 heures du matin, ils utilisent les lampes torches pour fouiller et encore fouiller. Dans les mosquées, quand certains font la bénédiction pour la délocalisation de la décharge, d'autres prient pour le contraire. Il y en a qui en profitent. Pour eux, c'est une source de, comment on appelle, d'enrichissement. Parce qu'il y a des choses qu'ils ramassent dedans pour aller revendre, il y a des choses comme ça. Là. Ça travaille nuit et jour. Ils viennent, ici, tu vas voir les ampoules jaillir de partout en train de chercher des choses, je ne sais quoi. Cette dame vend de la tchéké. Les mouches sont ses principales clientes. Malgré tout, éboueurs et jeunes recycleurs, enfants, ne se gênent pas. Il faut se remplir le ventre et se remettre au boulot pour les journées interminables. Ces hommes et femmes connaissent le danger qu'ils encourent, mais semblent l'omettre. Je vends ici parce que j'ai pas de place. On souffre, les ordures nous ont envahis. Si je ne vends pas ce takéké, je n'aurai pas quoi manger et nourrir ma famille. Je souffre d'une maladie pulmonaire. J'ai tellement toussé, les mouches aussi nous fatiguent et surtout la fumée. La décharge rythme au bruit des machines et au cri des enfants. Derrière cette porte, une famille endeuillée. Elle a perdu son enfant le 4 décembre dernier. L'enfant a été fauché par une pelleteuse. Morlaï Silla a eu plus de chance. Une grenade issue de cette fournaise lui a enlevé la jambe quand il était enfant. Tous ses rêves sont devenus une utopie. Si mon pied n'était pas coupé, si je ne veux pas être militaire, parce que j'ai eu une occasion, mais on m'a dit que je suis handicapé, sinon c'est moi qui dois partir là-bas, à place de mon frère, quoi. Tu vois, non? Donc, si je n'avais pas ça, je sais que je vais avoir un bon avenir quand même. Ce poteau électrique sur cette maison symbolise à lui seul Dar es Salaam. Une famille entière y vit. La fumée des ordures ne la dérange plus. Elles sont habituées. Désormais, l'électricité aussi ne les effraie pas. Elles cuisinent, les enfants jouent dedans et dorment sans peur ni crainte. Ne vous méprenez pas, il y a bel et bien le courant sur ce poteau. Nous sommes à Conakry et nous sommes à Ratouma, au cœur de la capitale. Ils avaient fui à un certain moment, mais comme ils ont vu qu'il n'y a pas de répondant, ils sont revenus encore. C'est le véhicule de l'ANASPI qui a fauché ça. Depuis le mois d'août, j'ai appelé le colonel qui est là-bas. Il est venu prendre l'assurance qu'on va régler, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. J'ai même écrit à la mairie, tout ça, mais ils n'ont rien fait encore. Donc les gens sont exposés au danger ici. De l'autre côté de la décharge, nous trouvons un monsieur perché en haut de la montagne d'ordures. Il est en pleine activité. Les braises chaudes
ne le font pas mal. Les effluves venant des pneus aussi. Il ne remarque même pas notre présence. C'est son quotidien. Il se nourrit de ça. Plusieurs projets devraient être menés dans cette zone. La présidence de la République, une usine de traitement des ordures, le château d'eau. Jusqu'à présent, ces projets tardent à se réaliser. La situation de la décharge de Dar Salam qui interpelle. C'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellence de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.